Salut tout le monde! Bienvenue sur un format de vidéo original proposé par la page Facebook L'Attaque des Titans France. Vous regardez en ce moment même un essai de vidéo entièrement consacré à votre manga préféré, présenté par vos humbles serviteurs, les animes Grisha, Historia, Marco, Nanaba, ainsi que moi-même, Ansi. Comme ce n'est que notre première tentative, nous attendons de voir vos réactions et vos commentaires pour éventuellement penser à en faire d'autres. Si jamais cette vidéo fonctionne bien et que nous trouvons le temps, le sujet et l'inspiration, nous essaierons de renouveler l'expérience. Ah, et très important, au cours de cette vidéo, l'analyse sera basée essentiellement sur le manga. Tout le manga, c'est-à-dire que vous entrez sur une zone remplie de spoils. Alors, je formule clairement l'avertissement dès maintenant, pour visionner cette vidéo, soyez à jour dans les scans, sinon vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Venons-en donc au sujet de cette première vidéo. Vous l'aurez sûrement remarqué, L'Attaque des Titans est un manga violent. Mais on est quand même bien loin des vives tripailles crues, chaudes et sanglantes de Berserk. Mais c'est quand même un manga où le lecteur voit mourir dès le 4e chapitre le héros ainsi que des personnages qu'on nous présentait jusque-là comme ses principaux coéquipiers. Et oui, souvenez-vous, après qu'ils ont signé un pacte de l'amitié, le mur de Trust est alors attaqué par le titan colossal. Eren et son équipe sont galvanisés avant d'aller au combat. En fait, dès le premier arc, Isayama nous fait comprendre les lois de son manga. Ce n'est pas parce qu'un personnage est un minimum important qu'il peut espérer échapper au titan. Regardez, l'escouade Levi avec qui Eren essaye de construire une relation de confiance disparaît en l'espace d'un chapitre. Mike Zacharias, considéré comme le soldat le plus fort après Levi, termine déchiqueté sans personne pour assister à ses derniers instants. Sauf toi, petit lecteur vicieux et morbide qui aime lire une série pré au cannibalisme, Hannes n'aurait pu penser qu'il assisterait ses 3 petits protégés jusqu'à leur victoire pour son grand final s'ouvre à nous, #humour noir, et même Erwin, bon sang, Erwin Smith, la figure de proue du bâton d'exploration, finit par nous laisser à son tour, alors qu'il formait l'un trio principal du manga, avec les 2 autres vétérans encore en vie. Bref, absolument personne n'est à l'abri dans l'Attaque des Titans. Tout le monde peut y passer, et je dirais même que, connaissant le sadisme d'Isayama, tout le monde y passera d'une manière ou d'une autre. Cette vidéo a donc pour sujet quels sont les personnages qui risquent le plus de mourir avant la fin du manga et quelles conclusions pour chacun des personnages principaux. Alors, pour me la jouer Madame Irma et prédire l'avenir de nos personnages préférés, je ne vais pas commencer par le plus difficile. Parce que si vous avez bien suivi l'avalanche de révélations qui nous est tombée dessus depuis les derniers scans, vous aurez noté que les titans Shifters sont condamnés à mourir 13 ans après l'obtention de leur pouvoir de titan. Or, dans le trio principal, nous avons déjà 2 titans Shifters, c'est-à-dire Eren, qui est le titan assaillant, et Armin, qui est le nouveau titan colossal. Alors l'intérêt, c'est pas de savoir si ces deux-là vont mourir, mais comment va s'articuler la fin du manga pour eux et Mikasa. Commençons par Eren. Nous savons déjà que, puisqu'il est un titan shifter, il n'a plus que 13 ans à vivre à partir du moment où son père lui a transmis le titan assaillant et le titan originel, c'est-à-dire peu après la chute du mur Maria. Donc, plus que 8 ans à vivre au moment de l'attaque de Trust, donc plus que 6 et demi au chapitre 90. Et comme il y a eu une ellipse de 4 ans après la reprise du mur Maria, il ne reste à Eren plus que 2 ans à vivre au dernier scan. Voilà, ça c'est pour mettre les choses au point dès le début de la vidéo. Le personnage principal va mourir. Et si ce n'est pas le cas, Isayama nous aura fait un gros plot twist pour rien, alors qu'il ne nous y a jamais habitués. Bref, personnellement, la limite des 13 ans, j'y crois. Donc maintenant, la question c'est de savoir comment Eren va peu à peu s'approcher du terme fatidique. Son évolution est, contrairement à d'autres personnages, claire et nette. Eren a toujours été caractérisé et motivé par sa colère et sa haine envers les titans. Et franchement, si je vous demande de me dessiner une caricature d'Eren, vous allez automatiquement illustrer sa folie meurtrière. Ou alors vous allez le dessiner en princess Peach vu le nombre de fois où il se fait enlever. Enfin bref, ce personnage est habité par la rage. Alors vous qui avez l'esprit de contradiction, vous allez me dire « C'est normal, un titan a dévoré sa mère, c'est quand même pour le moins agaçant. » Et là, je vous répondrai « Très cher ami, si Levi rageait comme rage Eren à chaque fois qu'il a perdu un proche à cause des titans, il serait pire que notre tête brûlée. » Et alors vous me direz « Oui, mais non, mais c'est parce qu'on n'a pas tous la même personnalité, c'est pas sa faute. » Et je ne pourrais qu'approuver, puisque c'est la personnalité même d'Eren qui fait de lui un rageux. C'est la construction même de son être. Si vous tentez de retirer sa colère à Eren, vous lui aspirez carrément son âme. Vous pensez que j'abuse en disant ça. Analysons un peu plus notre grand brin. Effectivement, au chapitre 1, il sort du lot parce qu'il souhaite rejoindre les explorateurs. Mais puisqu'il s'agit de l'introduction du personnage,
on se dit qu'il respecte juste les critères du personnage principal classique du shonen. Vous imaginez un Eren qui souhaiterait rester bien sagement derrière les murs? On se serait dit, mais... Puis arrive la mort de sa mère, qui devient aux yeux du lecteur le moteur principal de sa rage, naturellement. Et ce, jusqu'au chapitre 73, qui tout à coup brise ce qui était pour nous établi. Le bataillon d'exploration progresse lentement sur la route de Shiganshina, dans l'opération de reprise du mur Maria, et nous assistons à une discussion pour le moins révélatrice entre Eren et Armin. Ils évoquent l'époque antérieure à la première attaque du titan colossal, et le moment où leur intérêt pour le monde extérieur est apparu. Nous avons d'un côté un jeune Armin, émerveillé par les richesses inconnues dont recèle le monde, comme tout enfant qui découvre son environnement. Et de l'autre, nous avons un petit Eren qui ne ressent que de la rage. Même pas de la curiosité pour ce qu'il pourrait manquer, la colère qu'on l'en prive. C'est normal ça, pour un gamin de 7 ou 8 ans? Et au fur et à mesure que les révélations s'enchaînent, on découvre qu'Eren n'est finalement qu'un réceptacle accueillant de la colère bien plus ancienne que lui. Des chapitres 86 à 88, on découvre l'histoire de Grisha Yeager, le cher papounet de notre tête brûlée, qui lui-même n'est que fureur depuis le meurtre de sa petite sœur Faye. Ah ah ah, il ne supporte pas la condition des Eldiens soumis par le peuple Mar, à qui il voue une haine inconsidérée. C'est pourquoi il s'engage dans un groupuscule de résistance, il en devient le leader, et il perd totalement l'esprit critique. À la naissance de son premier fils, ses seuls mots concernent sa lutte contre le destin, fils qu'il engage d'ailleurs dans son propre combat. Il est obnubilé par son combat, il dédie sa vie et celle de son entourage à la victoire eldienne. On peut dire qu'il en a marre de l'oppresseur. Avouez, vous avez souri. Eren Kruger, celui qui l'a sauvé de la déportation, lui a conseillé de fonder une famille. Et dès qu'il arrive dans l'enceinte des murs, la première femme que rencontre Grisha est Carla. Et elle lui tombe littéralement dans les bras quand il sauve sa vie et celle de ses parents. Il n'allait pas refuser cette opportunité de couverture parfaite. Et souvenez-vous de la première chose que Grisha dit à Eren quand il apprend la mort de sa femme dans le chapitre 71. « Eren, ton devoir est de la venger. » Pas un seul mot de deuil, pas une seule phrase pour s'enquérir de la santé de son fils. À la place, Grisha place sur ses épaules la charge de sa colère contre le peuple Mar et contre leurs représentants, les titans. Alors je sais que la situation était urgente, Grisha venait tout juste de dévorer la famille Reiss, et il n'avait sans doute plus beaucoup de temps devant lui à cause de la limite des 13 ans, et la chute du mur Maria avait provoqué une panique incontrôlable. Mais il n'en demeure pas moins qu'un tel comportement n'aura pas eu pour effet d'apaiser la colère du jeune garçon. Même une fois arrivé dans l'enceinte des murs, marié avec Carla et l'heureux papa d'un petit ange, et il n'abandonne pas son objectif principal, retrouver le roi Reiss et lui dérober le titan originel, dans le but d'apporter la victoire au peuple eldien. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, c'est sans doute la raison pour laquelle il est devenu le médecin des parents de Mikasa. Il devait savoir que les Asiatiques et que les Ackerman sont les deux seules branches à résister au conditionnement royal, et il a préféré se rapprocher d'eux au cas où il aurait besoin de leur aide. Sa détermination pourrait même nous faire douter à propos de ses sentiments pour sa seconde épouse, Carla Jaeger. Tu m'étonnes qu'Eren devienne taré avec un père pareil. Tant et si bien que j'en viens à penser que la haine fait partie intégrante de la personnalité d'Eren, qu'elle était présente en lui avant la mort de sa mère et que même si ce drame n'avait pas eu lieu, Eren aurait été identique, voire pire, puisqu'avant de recevoir son pouvoir de titan, son père lui aurait tout révélé et l'aurait conditionné à haïr les Mar. En fait, Eren est une bombe à retardement. Dans sa personnalité s'accumulent plusieurs sources de colère. La sienne, due à son enfermement et à la mort de sa mère. Celle de son père, à cause du meurtre de sa sœur et de leur déportation à lui et à ses proches. Et peut-être même la colère d'Eren Kruger, qui a vu tous ses proches immolés vifs cachés dans son placard. Et cette colère menace de plus en plus d'éclater au fur et à mesure que l'histoire avance et que les révélations s'enchaînent. Souvenez-vous des monologues qu'Eren énonce respectivement lorsqu'il découvre qu'Annie est le titan féminin, puis que Reiner et Berthold sont le cuirassé et le colossal. Dans le chapitre 33, lorsqu'Eren, transformé en titan, se met en garde contre le titan féminin, il pose des questions, cherche à comprendre. Alors maintenant, dis-moi Annie, dis-moi franchement, pourquoi est-ce que tu te bats? Au nom de quelle noble cause tu es prête à tuer des gens? Et le fait même qu'il pose ces questions prouve qu'il a encore un temps peu de jugement, de réflexion, et donc qu'il ne se laisse pas emporter par la colère. Or, c'est tout l'inverse dans son premier combat contre Reiner au chapitre 43 et 44. Lisez son monologue, observez la violence de ses propos, celle des mots qu'il emploie, il les insulte, il les étripe déjà par la pensée.
Il ne perd peut-être pas la maîtrise de soi, puisqu'il suit les instructions d'Armin et d'Enzi, mais plus de questions, plus de réflexions, il le dit lui-même, tout ce qui compte, c'est que j'ai la rage. Et cette phrase nous interpelle, d'autant plus qu'elle suit un doute d'Eren quant à sa victoire. Et il se dit, est-ce que je serais en train de revoir ma vie défiler ? Cela ressemble tout de même à un mauvais présage, à un signe de sa défaite prochaine, voire de sa mort. Alors évidemment non, parce que Reiner et Bertolt ont pour projet de l'enlever, mais quand il entame le combat, il ne sait pas comment ça se terminera, il ne sait pas si l'enlèvement signifie pour lui la mort ou non. Et pourtant, il balaie tous les doutes et toutes les craintes qu'il pourrait avoir. Et pas forcément avec des paroles rassurantes du type « Allez, je peux y arriver, de toute façon je n'ai pas le choix, et puis Mikasa et Armin sont avec moi », etc. Non, c'est bien le mot rage qui est utilisé en anglais et c'est encore plus révélateur en espagnol, « Me siento como basura ». Je ne parle pas japonais, mais si le français, l'anglais et l'espagnol s'accordent là-dessus, je suppose que le terme original doit également être très violent. Donc Eren ne cherche plus à comprendre, il est entièrement animé par la colère, sa rage a grimpé d'un cran depuis son combat contre Annie. C'est de cette même rage dont il parle au chapitre 37. Il dit « Je veux en avoir le cœur net pour savoir enfin contre qui déverser ma rage. » Alors là, si vous trouvez plus explicite, vous avez gagné le droit d'entrer dans le bataillon d'exploration. Comme ça, au moins, je suis sûre que personne viendra trouver de meilleurs exemples que les miens. Et enfin, on ne peut pas passer à côté des chapitres 89 et 90. Les premières pages du chapitre 89 montrent clairement qu'il perd la tête puisqu'il se met à parler tout seul. En même temps, vous me direz, avoir en tête tous les souvenirs de ses parents, c'est plutôt malsain quand même. Et puis, regardez ses cheveux à la fin du chapitre 90. Ils sont longs. C'est clairement l'expression d'un laisser-aller, surtout dans le milieu militaire. Eren dépérit, ce qui est d'autant plus remarquable quand on sait que c'est lui qui dit à Mikasa de se couper les cheveux au chapitre 15. Mais surtout, ce qui est on ne peut plus clair, c'est ces paroles qui concluent le chapitre 90. Ce qui nous attend là-bas, c'est l'ennemi. À votre avis, si on détruit cet adversaire de l'autre côté des flots, est-ce qu'enfin on obtiendra la liberté ? Sauf que l'adversaire désigné, c'est tout un peuple. Eren ne prend plus la peine de faire des distinctions. Tous les Mars sont ses ennemis et il veut les anéantir comme il le voulait pour les Titans. Eh oui, à présent qu'il a découvert que les Titans sont des victimes des mêmes oppresseurs qui les ont enfermés derrière les murs, il ne peut plus consacrer toute sa haine, tout son être, à ces monstres, souvenez-vous. Il commence à ressentir presque de l'empathie à leur égard au chapitre 70. Et au chapitre 90, il nomme le seul Titan rencontré, l'un des nôtres. Les Titans sont devenus des victimes à part entière, ce qui fait qu'il doit projeter toute la colère accumulée sur d'autres ennemis. Et cette colère accumulée est si grande que maintenant qu'il sait que c'est le régime Mar qui est responsable de tout leur malheur. Il se fixe sur l'espèce même des Mar, sur le nom de Mar, et tout ce qui s'y rapproche est englobé dans sa haine. Et c'est d'autant plus évident lorsqu'apparaît au chapitre suivant son exact alter ego, Gabi, une Eldienne qui, sans se poser de questions, a juré d'éliminer tous les Eldiens qui vivent sur l'île du paradis, et ce pour les mêmes raisons. Et ils accusent de priver de liberté les Eldiens du continent. D'où l'hypothèse que l'histoire va à présent progresser vers un conflit d'ethnie. Ce n'est plus l'humanité contre les titans, mais les humains contre les humains dans une optique génocidaire. Et Eren est le premier à témoigner de l'orientation de cette nouvelle guerre qui se rapproche. Bon, très chers fans d'Eren, ne vous apitoyez pas. Isayama a parsemé ici et là quelques preuves qu'Eren n'est pas encore devenu un phasco totalitaro-génocidaire. Rappelez-vous qu'au chapitre 89, il comprend subitement la façon dont il a, au chapitre 50, contrôlé les autres titans pour massacrer celui qui a tué sa mère. Il se rend compte qu'il aura sans doute besoin d'Historia pour renouveler l'expérience, mais que si il en fait part au bataillon d'exploration, Historia sera peut-être en danger. Alors il choisit de garder ça pour lui, il n'en parle même pas ni à Armin ni à Mikasa. Donc s'il fait ce choix, c'est qu'il est peut-être pas encore prêt à sacrifier son ami pour anéantir les Mars. Ce qui est en soi une preuve qu'il n'est pas encore totalement sombré dans la folie meurtrière. Ce qui nous fait dire qu'Eren, sur ces dernières années, va connaître de grosses difficultés pour ne pas laisser toute sa haine parler à sa place, tout en se battant pour libérer les Eldiens. Le grand enjeu est maintenant de savoir s'il va y arriver. Enchaînons avec Armin. Eh bien, c'est plutôt difficile pour notre tête blonde préférée. Enfin, difficile. On sait que, puisqu'il a croqué la tête de Bertholdt et qu'il est devenu le titan colossal, il n'en a plus que pour 13 ans à vivre. Donc, pour lui, pas de happy end, pas de vieux jours paisibles avec femme et enfants, comme c'est souvent le cas pour les fins de shonen. Mais comment va-t-il évoluer jusqu'à la date fatidique ? En effet, contrairement à Eren,
Armin est un personnage dont le progrès est moins remarquable et linéaire. Sans doute pour ne pas empiéter sur le personnage principal, dont il est, au tout début en partie, le faire valoir. Alors, qu'est-ce qui caractérise Armin? Eh bien, avant toute chose, c'est très certainement son attirance pour la mer. Dans le manga type shonen, chaque personnage a une obsession propre qui le motive du début à la fin de l'histoire. Eren, par exemple, veut exterminer les titans. Mikasa veut protéger Eren. Naruto veut devenir Hokage. Luffy veut devenir le roi des pirates. Saitama souhaite juste passer le temps, bon ok, mauvais exemple. Et Armin désire par-dessus tout découvrir la mer. Et dans 90% des cas, vous pouvez être sûr que le personnage ne mourra pas avant d'avoir atteint son objectif. C'est en quelque sorte une garantie. Tant que votre personnage n'a pas accompli son objectif principal, il survivra. Ah, et peut-être qu'il morflera, hein, mais au moins il survivra. Ou alors vous lisez un auteur aussi sadique qu'Isayama. D'ailleurs, c'est amusant, car ce type de personnage, c'est précisément ce que décrit Kenny Ackerman dans le chapitre 69. On a tous besoin d'une obsession, c'est ce qui nous permet de tenir. On est tous l'esclave de quelque chose, et même lui ne faisait pas exception. D'ailleurs, c'est précisément cette réplique qui revient au chapitre 84, lorsque Levi doit choisir entre Erwin et Armin. Voilà, en une réplique, Kenny Ackerman vient de vous donner le résumé le plus concis et complet du personnage de type shonen. Kenny Ackerman, digne représentant des personnages secondaires terriblement géniaux et malheureusement oubliés. Maintenant, imaginez qu'un personnage de shonen atteigne son objectif dès la première moitié de la série. Et ben, la moitié devient la fin. Si vous lisez One Piece, imaginez qu'au chapitre 507, Riley apprenne à Robin la véritable histoire oubliée qu'elle et les habitants d'Ohara cherchent depuis toujours. Et bien voilà, ça y est, fini de son côté, Robin n'aura plus besoin de continuer le voyage auprès de l'équipage du chapeau de paille. Alors oui, l'amitié fera qu'elle restera à bord, à plus forte raison quand on sait ce qu'elle a enduré quand elle était petite. Mais enfin, il n'y aura plus d'enjeu avec son personnage. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'Oda repousse constamment le terme de la route de tous les périls. Luffy ne peut et ne doit trouver le One Piece et devenir le roi des pirates qu'à la fin de la série. C'est obligatoire. Alors on aura très certainement 2 ou 3 petits chapitres pour nous montrer ce qu'il adviendra de l'équipage après la fin de l'aventure. Mais je serais franchement très étonnée qu'il y ait une suite à One Piece après que Luffy soit devenu le roi des pirates. Et peut-être un peu agacé parce que les arcs interminables comme celui de Dressrosa et une quête principale qui n'avance pas, voilà, il n'y a que Détective Conan qui puisse se le permettre. Donc bref, un personnage de type shonen obtient toujours son désir moteur à la fin de l'intrigue. C'est la raison pour laquelle il est difficile de se prononcer pour Armin. L'objet convoité, la mer, est atteint au chapitre 90, alors qu'Isayama nous a dit que ce manga contiendrait environ 120 chapitres. Donc Armin n'a plus de leitmotiv prédominant, à part bien sûr la victoire de la population de l'île de Paradis et la protection de ses amis. Mais son objectif propre, sa motivation première, celle qui l'animait déjà alors qu'il n'était qu'un tout petit bout de chou, ça y est, il l'a accompli. Et maintenant, il est donc difficile de parier sur la manière dont il va finir. On sait qu'il mourra de toute façon 13 ans après la bataille de Shiganshina, mais va-t-il périr au combat? Va-t-il se sacrifier pour ses amis? Va-t-il au contraire s'opposer à un Eren qui vire dans le fascisme génocidaire? Notre petite tête blonde est peut-être le personnage le moins prévisible de tous. Pour compléter le trio principal, abordons maintenant le personnage de Mikasa. Eh bien, l'avenir s'annonce assez sombre pour Mikasa. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Mikasa est très attachée à Eren. 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 Mais, et ce que montre moins l'anime,
Elle aime également énormément Armin. Et oui, ses deux meilleurs amis, qui donnent véritablement un sens à sa vie, sont condamnés, et elle va donc rester seule. Si rien ne change d'ici là, elle va dépérir, comme on le voit déjà dans les chapitres 88 et 89. Souvenez-vous, dans le chapitre 88, elle est dans le déni le plus total. Elle a réfuté une vérité pourtant clairement énoncée. Et dans le chapitre 89, on s'aperçoit même qu'elle a perdu du poids et qu'elle est complètement désespérée. Enfin, quand je dis qu'on s'aperçoit, je n'inclus pas Eren, parce qu'Eren, lui, il a rien vu du tout, Eren. Vous vous souvenez de ce qui lui sort? Vous voulez que je le répète? Il lui dit « Oh là là, comme tu as maigri, pourtant je comprends pas, on était bien nourris ici !» Tu es pathétique, Eren. Elle tuerait pour toi. Non, elle a tué pour toi. Et toi, tu ne remarques rien, alors que ça saute aux yeux. Tous les autres le savent, le voient. Et même, pour reprendre les mots du grand maître Astier, un aveugle pourrait le voir la nuit depuis l'autre côté de la rue à travers une pute obèse. Armin est également très important pour elle. Elle a menacé d'égorger Levi pour sauver la vie d'Armin, et si Angie n'avait pas été là, Frock, alias tête de glace à l'italienne, aurait passé un très mauvais quart d'heure. Comment voulez-vous que sans cette prise en main auparavant, Mikasa surmonte le jour où elle se retrouvera seule? Et puis même, d'un point de vue de la réception, est-ce que ça ne vous choquerait pas de voir deux des membres du trio mourir, et la troisième miraculeusement s'en sortir? C'est déséquilibré, ça passe moyennement bien. Enfin, quelques éléments nous laissent un peu d'espoir pour ce personnage. Tout d'abord, il est clair que dans les derniers arcs qui s'annoncent, Mikasa va avoir son rôle à jouer en tant qu'Ackerman asiatique. Non, parce que bon, jusqu'à là, on a juste vaguement appris qu'elle était insensible aux manipulations mémorielles de Juarez, et que, comme par hasard, Levi était également un Ackerman. Hein, tu le sens le rattrapage du personnage qui a eu plus de succès. Ce n'était pas prévu de lui donner un rôle principal avant de voir comment les fangirls parlaient sur lui. Bref, on sait que les Ackerman sortent du lot. Mais avant les révélations des derniers scans, on ignorait encore pourquoi et comment. Le chapitre 93 nous donne des pistes à ce propos. Sieg déclare que les Ackerman seraient un sous-produit de la science des titans. Et dis donc, Mikasa et Levi ont tout intérêt à ce qu'ainsi ne apprennent jamais, sinon vous imaginez, ils n'auront plus jamais la paix. Mikasa a quelque chose de plus que Levi. Elle a du sang asiatique. Là aussi, on ignore quels sont les effets concrets de cette descendance. Elle cumule deux lignées particulières, alors que Levi n'en a qu'une. Donc, on peut supposer que son rôle sera encore plus décisif que celui du caporal-chef. Cette place particulière la conduira-t-elle à la mort ou bien lui permettra-t-elle de survivre? Pour une question d'équilibre du trio, et sachant qu'elle accorde plus d'importance aux vies d'Eren et Armin qu'à la sienne, il est possible qu'elle se sacrifie pour eux, puisqu'ils mourront de toute façon, et qu'une vie sans eux ne vaut pas le coup d'être vécue. Cependant, il se peut également que le trio s'éloigne, se disloque. C'est très possible, étant donné qu'Armin et Mikasa ne partagent pas la folie meurtrière d'Eren. Enfin, disons qu'ils sont parfois tous les deux bien glauques. Mais ce n'est rien comparé aux dérives meurtrières de leur tête brûlée préférée. Cet éloignement commence véritablement à se manifester dans le chapitre 90. Tout d'abord, souvenez-vous, avant le début de la cérémonie, Frock tête de glace à l'italienne prend à partie Eren en lui reprochant d'avoir sacrifié le Major Arwin pour des raisons purement affectives. Mikasa veut éloigner Eren, elle s'approche pour lui prendre la main, et là, Frock rappelle qu'au chapitre 84, elle s'était finalement résignée à la mort d'Armin tandis qu'Eren s'y refusait catégoriquement. Et à ces mots, Mikasa retire sa main. C'est la première rupture qu'on peut constater entre ces deux personnages. Maintenant, allons à la fin du chapitre 90. Au passage, cette conclusion du chapitre est magnifique. Je ne sais pas vous, mais j'ai eu mes petites larmes quand il est sorti. Il a été ma plus belle émotion devant l'attaque des titans, et je me souviens même que tout un monde était chamboulé par ce chapitre. Attardons-nous sur les regards que se lancent Mikasa et Armin. Ah, ils sont adorables tous les deux. Mikasa est terriblement mignonne avec son grand sourire. Si elle pouvait en sortir un peu plus de temps en temps, ça la rendrait davantage attachante. Ils profitent tous les deux de la plus émouvante et heureuse de leur découverte. Et, un peu plus loin,
Eren rumine sa colère tout seul et ne partage pas le bonheur de ses deux meilleurs amis. Alors, peut-être qu'au fur et à mesure qu'Eren sombrera dans sa folie destructrice, Mikasa s'éloignera de lui, malgré toute l'affection qu'elle lui porte. Et peut-être que c'est là qu'interviendra un nouveau facteur qui s'appelle Jean. Stop! Avant de voir s'élever les furieuses voix des détracteurs du couple Jean-Mikasa, s'il vous plaît, prenez du thé, payez-vous un massage, faites quelque chose, mais ne vous énervez pas. Je ne souhaite pas forcément que ce couple devienne officiel et ne fais là qu'énoncer des hypothèses. Car, pardon, mais Isayama a clairement fait entendre à ses lecteurs que Jean était amoureux de Mikasa. Or, il ne l'aurait pas fait si cet amour devait rester à l'état latent dans lequel il est pour l'instant. Nous sommes certains que bien qu'Armin et Eren disparaîtront, il n'en est rien pour Jean. C'est un peu dur à dire car ça signifie qu'il est là en remplacement. D'ailleurs, notre Alma Levi parie que Mikasa aura un enfant d'Eren qu'elle appellera Armin et qu'elle et Jean l'élèveront. Pour ma part, je serai agréablement surprise de voir le couple Eren et Mikasa se concrétiser. Et en même temps, une telle conclusion de la série serait assez cohérente avec ce qui se fait dans les shonen. Et là, s'il vous plaît, prenez le temps d'admirer cette magnifique transition vers la deuxième partie de notre vidéo.